Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball on Air. C'est parti pour la saison 3 de nos podcasts et c'est la première dans l'élite du basket français. Le programme du jour rapidement, on va revenir sur l'été parisien, les départs, les arrivées. On va faire l'équipe complète de cette équipe du Paris Basketball. On va revenir évidemment sur la préparation de Paris et des premiers enseignements qu'on peut tirer des matchs amicaux, qui en a déjà eu 7 au moment où on enregistre ce podcast. Et enfin, on vous proposera notre projection de la saison de Paris. Est-ce qu'on parle plutôt d'objectif maintien? Est-ce qu'on parle plutôt de play-off? Voilà, le débat sera lancé tout à l'heure. Mes chroniqueurs du jour, vous en avez l'habitude maintenant. Voilà, c'est notre Big Three. Et ça fait longtemps qu'on n'avait pas non plus fait de podcast dans la même salle. Ça fait quasiment un an. Et à ma droite, je vais commencer par toi, Antoine. Salut Antoine. Salut Flavien et salut à l'autre membre du Big Three. Je te laisserai citer son nom. Comment ça va? Ça va très bien, ça va très très bien. Et justement, l'autre membre du Big Three qui était au Media Day de Paris ce lundi. Salut Lilian. Salut Flavien, salut Antoine, Salut très ravi Lilian. d'être là. C'est dommage parce on avait commencé à s'habituer à la Pro B, maintenant il faut se réhabituer à notre championnat, apprendre de nouvelles équipes, donc voilà, Ouais, mais ça va être très intéressant. Mais techniquement, ça joue mieux quand même, on va avoir du plus beau basket. Normalement, ouais. Alors, comme d'habitude, juste avant de démarrer, je vous rappelle nos réseaux sociaux, vous pouvez nous suivre dessus, sur Twitter, @ParisB-8OnAir, sur Facebook, Paris Basketball on Air, pareil pour Instagram. Évidemment, vous pouvez aussi retrouver toute l'actualité du club sur notre site, parisbasketball-onr.fr. Là, on a des interviews de plusieurs joueurs du club pendant ce Media Day, justement, du Paris Basketball. Mais on va tout de suite commencer sans plus tarder, et vous l'attendiez depuis bien longtemps, Paris Basketball on Air saison 3, épisode 1, c'est parti. Salut la famille, c'est Loïc Gendré, meneur au Paris Basket. On est là et là vous écoutez le podcast de Paris Basket on Air. Sympa déjà ce premier jingle avec le troisième meneur justement du Paris Basketball. On va faire peut-être on va commencer par cette revue d'effectifs comme je vous le disais en préambule. Des départs, il y en a eu pas mal. C'était du côté de Paris. On en dénombre 5 même, avec Valentin Chéry parti du côté du MSB du Mans en Betclic Elite, et 4 départs qui n'ont toujours pas de club, avec Nobel Bunkolo, Kevin Franceschi, Evans Ganapamo et l'inoubliable et inimitable Sheck Wes, qui est donc lui rentré aux États-Unis très très rapidement. Côté des arrivées, 2 arrivées, mais de gros calibre, je pense qu'on peut le dire ça comme ça. Kyle Allman, arrivé de Lettonie, et Kyle O'Quinn, les deux Kyle qui sont donc arrivés du côté du Paris Basketball. On fait peut-être un point sur l'effectif avant de vous lancer, messieurs, sur les arrivées. L'effectif actuel, sur la poste de meneur, Ryan Botwright, Milan Barbic et Loïs Gendré. Poste d'arrière, Kyle Allman et Gauthier Denis. John Béguin, qui est le seul poste 3 pour le moment. Côté des ailiers forts, Dustin Sleva et Amarasi, ça ne change pas de ce côté-là. Et au poste de pivot, Kyle O'Quinn et Ismaël Kamagaté. Peut-être limite le poste le mieux fourni de cet effectif. On commence par les arrivées, messieurs. Qu'est-ce que vous en dites ? Bah oui, on peut y aller. On y va avec, je propose qu'on commence par l'arrivée la première arrivée, on va dire, Kyle Allman, qui est arrivé à la mi-juillet au club. Lui qui est arrivé du coup de Lettonie, du VEF Riga, qui jouait en BCL l'année dernière, arrière de 24 ans, qui a signé pour 1 an. Antoine, peut-être je te laisse démarrer sur Allman, qui présente-nous un peu ce garçon qu'on a vu en amicaux. Déjà, c'est quoi un peu c'est quel joueur, on va dire? Alors pour détailler un peu le profil de Kyle Allman, donc c'est un combo guard américain donc qui a fait un cursus complet à la fac, qui a débuté en Europe, en Grèce, à Lazio si je dis pas de bêtises, et après a vraiment explosé du côté du VEF Riga, même en Basketball Champions League. Il a même gagné justement un titre de joueur du mois dans cette compétition-là. C'est un combo guard assez grand, assez athlétique, qui a un joli handle, clairement, qui a un peu de flow, même si on s'écarte un petit peu des qualités du basket. Donc il a un très bon handle, il a un bon shoot aussi. Il a un très, très joli QI basket, il a une belle capacité à trouver ses coéquipiers. C'est un joueur très athlétique aussi, on l'a vu lors des matchs amicaux. C'est un joueur qui a une détente sèche assez impressionnante, ce qui peut nous faire penser un petit peu à John Bégarin dans un certain registre. C'est une belle recrue parce que je pense que selon les rumeurs évoquées autour de Kyle Allman, il y avait des clubs qui jouaient clairement l'Euroleague, qui étaient sur lui, pour citer le Bayern Munich, même si c'était qu'une rumeur. Et dans un statut de
promu en Betclic Elite, attirer ce genre de joueurs-là, c'est clairement très intéressant et c'est une vraie plus-value pour l'équipe, puisque du peu qu'on a vu actuellement, il a peu de déchets, surtout contre le match contre Berlin, c'est le match référence dont j'ai en tête. Donc c'est une très très bonne recrue, très excitante pour le Paris Basketball et qui devrait vraiment soulever Carpentier et apporter une vraie plus-value offensive à cette équipe. Lilian, je sais que tu l'avais interviewé, Jean-Christophe Pratt en juillet. Il disait c'est pas un 1, c'est pas un 2, c'est un 1,75. Alors c'est quoi son vrai poste à Kyle Holman? Bah c'est un peu ça, tu parlais de la... Peut-être qu'on n'a qu'un seul ailier avec Juan Begara, mais en fait Kyle Holman c'est un joueur en gros qui est entre 1 et 3, on va dire, ce qui peut vraiment évoluer sur tous les postes avec sa taille, son envergure et sa capacité du coup à porter le ballon. Mais voilà, c'est un joueur qui peut entre guillemets un peu tout faire. Il peut porter la balle, il peut scorer, il peut aussi défendre, même si c'est pas son attribut premier, avec ses qualités athlétiques notamment, il peut le faire. Et ce qui nous a peut-être surpris sur les matchs de préparation, pour en venir un petit peu à ça, on l'a présenté comme un scoreur, mais on l'a vu très distributeur sur les matchs avec Paris. Au final, on l'a vu prendre peut-être 8-9 shoots, mais pour un joueur comme ça, c'est finalement peu, et on l'a vu notamment très bien distribué. Il a déjà eu de belles relations, notamment avec Ismaël Kamagaté sur des alley-oops, ou même avec les autres shooters de l'équipe. Donc voilà, on sent qu'il a déjà une bonne intégration et c'est un joueur intéressant. Je suis content que tu aies fait la comparaison avec Juan Begara, parce que moi aussi c'est celle que j'aurais fait si on le connaît pas trop. En plus, bon, voilà, il se ressemble un petit peu de visu, comme ça, la même coupe de cheveux et tout, mais même dans le jeu c'est un peu les mêmes qualités, donc ça se ressemble beaucoup, pardon. Et puis voilà, de ce qu'on a vu de lui pour l'instant, ça semble très intéressant pour Paris. On apporte aussi un nouveau porteur de balle dans cette équipe, on avait déjà deux. Antoine, là-dessus, est-ce que c'est lui qui va avoir le ballon? Est-ce que c'est Boatwright? Voilà, qu'est-ce que tu imagines avec l'arrivée de Holman? C'est pas évident parce que c'est des joueurs qui aiment bien avoir le ballon tous les deux. Ryan Boatwright, il a tendance à beaucoup garder le ballon, même si c'est un bon distributeur également. C'était le meilleur passeur du Paris Basketball l'année dernière. Ça va être, je pense qu'ils vont se partager la main, clairement, entre les deux. Ça dépend aussi de l'équipe qui est en face, des schémas défensifs dont le Paris Basketball sera amené à affronter. Après, je pense que ça dépend aussi le type de match. Si c'est un jeu en transition, je pense que Kyle Holman aura clairement le ballon, puisqu'on l'a vu lors de la préparation. C'est un joueur qui est extrêmement explosif, extrêmement rapide. Il a un profil assez slasher, assez intéressant, là où Ryan Boatwright est un peu plus posé dans les systèmes. Donc ça dépendra vraiment des situations de jeu. Mais j'imagine un partage de la balle entre les deux en fonction de, voilà, comme j'ai dit, en fonction du schéma en face. On a parlé d'un arrière, on va partir sur un pivot. Kyle O'Quinn, alors là on parle plus peut-être aux fans de NBA qui connaissent un peu le garçon, qui lui arrive du Fenerbahçe. C'est pour sa première expérience en Europe. La saison dernière, il a joué 6 mois en Turquie et en Euroleague du coup. Et 31 ans, il a signé pour 2 ans au Paris Basketball. Lilian, toi qui étais au Media Day avec lui, tu as pu un peu lui parler avant en conférence de presse, etc. Comment on voit le bonhomme là à son arrivée il y a quelques jours? Ah bah, il est très content d'être là, en tout cas. Franchement, on peut se dire qu'il vient un petit peu là on pourrait certains dire qu'il vient un peu en vacances, en pré-retraite, on va dire, mais lui il a l'air très heureux de venir à Paris. Si on a dit que Paris a frappé déjà un premier grand coup avec Kyle Holman, bah avec Kyle O'Quinn, pour le coup, là, ça pose le tampon, ça confirme vraiment les ambitions de Paris pour la saison à venir. Tu l'as dit, bah, Kyle O'Quinn, c'est un gros CV, c'est 8 saisons en NBA et pas à cirer le banc. Comme aurait pu le faire d'autres. Il a eu des vrais rôles de joueurs remplaçants, que ce soit au Knicks, à Philadelphie aussi. Il a également joué à Orlando en début de carrière. Donc voilà, c'est un intérieur besogneux, c'est un très bon coéquipier. On le voit, franchement, au Media Day, il a un sourire jusqu'aux oreilles, il fait que de rigoler. Il est arrivé samedi dernier, donc au Media Day, ça faisait 3 jours qu'il était là, et on le sentait intégré, mais comme si ça faisait 3 ans qu'il était dans l'effectif, quoi. Donc à la fois sur le terrain, ça devrait être un énorme apport pour Paris, et en dehors du terrain, ça va être un joueur qui va pouvoir entourer toute cette jeunesse parisienne qui a, mine de rien, maintenant beaucoup d'expérience, mais peu ou pas du tout dans l'élite. Donc voilà, Kyle O'Quinn, ça va à la fois combler les manques sur le terrain, mais aussi en dehors pour Paris. Antoine, l'arrivée de Kyle O'Quinn à Paris, ça représente quoi à l'échelle de la Betclic Elite? On est sur une recrue qui fait passer un cap, techniquement?
Ah, clairement, on parle d'un joueur qui jouait en Euroleague l'année dernière, qui joue en NBA l'année d'avant. Donc, qui a quand même une énorme expérience du basket en général, qui connaît un peu le basket européen, qui a un niveau qui n'est pas du tout à négliger, hein. C'est vraiment un très bon joueur. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui jouent des compétitions européennes qui rêveraient de l'avoir, parce qu'on parle quand même on a acquis un joueur dont personne l'attendait à ce niveau-là. Kylo Quinn, on l'attendait soit oui, soit jouer une Coupe d'Europe, ou alors dans un autre club étranger, mais on ne l'attendait pas au Paris Basketball. C'est une vraie plus-value pour le projet, parce que Kyle Holman arrive avec un... C'est encore un jeune joueur, Kyle Holman. Kylo Quinn, il n'a plus rien à prouver, en fait. Vraiment, je pense qu'on ne se rend pas compte du talent qui vient d'être apporté à cet effectif, et comme l'a dit Lilian, c'est une valeur ajoutée, notamment dans le jeu, mais aussi en termes de leader. Ben, c'est dans le Media Day, j'ai cru comprendre qu'il l'avait dit, qu'il voulait aussi être un leader. Donc il ne vient pas pour être en vacances, il vient pour jouer et pour s'installer. De toute manière, je pense qu'on est tous les trois d'accord là-dessus, c'est que Kylo Quinn, aujourd'hui, en l'état actuel des choses et du groupe actuel, avec les joueurs qui composent cette équipe, c'est le leader technique, vocal, à peu près tout ce qu'on veut, mais on parle de Kylo Quinn, qui est un garçon référencé, tu le dis dans le basket, Antoine, qui a un niveau bien au-delà pour le moment de ce que le Paris Basketball a pu connaître et connaît avec les joueurs qu'il a actuellement dans son roster. C'est vrai que sa réputation de joueur besogneux, par exemple en NBA, elle est reconnue depuis les débuts de sa première année. Il a gagné ce titre-là du joueur. C'est pas, la traduction n'est pas besogneux, c'est pas ce terme-là, mais il a gagné ce trophée du hustleman, donc vraiment du joueur le plus, je vais dire besogneux, combatif de NBA. Il était en saison rookie, sachant qu'il avait aussi déjà... il est devenu une légende dans sa petite fac aussi, parce qu'il a réussi pas mal de petits exploits. On peut peut-être enchaîner sur le tour de l'effectif. On l'a dit, pas mal de 5 départs, 2 arrivées. Et au final, un effectif qui ne bouge pas trop. Parce que s'il y a que deux arrivées, c'est que Paris a décidé de faire confiance à son effectif de la saison de Pro B, qui est donc monté en Betclic Elite. Pour vous, je vais commencer avec toi, Lilian. Sur quel poste aujourd'hui Paris est en mesure de se dire voilà, on a vraiment on a de la qualité et de la quantité à ce poste-là? J'ai envie de dire qu'il n'y a pas vraiment de faiblesse criante. Il y a de nombreux porteurs de balles. Boatwright, Milan Barbic, maintenant Kyle Holman, Juan Bégarin, on a vu l'an dernier qui pouvait porter la balle facilement. Donc à ce niveau-là, je pense qu'il n'y a pas de souci. À l'intérieur, il y a des grosses qualités à l'intérieur, et ce qui est bien, c'est qu'elles sont assez... Chaque joueur a vraiment des compétences qu'il peut apporter à l'équipe assez différentes. Sleva du spacing, Ismaël Kamagaté de la défense sous le panier, Kylo Quinn, un peu un mélange de tout cela, avec l'expérience d'Amara derrière. Physique aussi quand même, parce qu'on parle d'un garçon physique, qui est 113 kilos. Et dans un autre registre qu'Ismaël, qui est plus vertical, Kylo Quinn c'est plus au sol, mais qui va pouvoir impacter physiquement les adversaires. Donc les qualités, elles sont toujours dans ce qui fait l'identité de Paris, et Jean-Christophe Prat ne cesse de le répéter, la défense, courir vite, il n'y a que des joueurs quasiment pour... Enfin, pas que ça, évidemment, mais il y a beaucoup de joueurs qui, voilà, dans les recrues, Kyle Holman, c'est un joueur pour jouer sur transition, ça se voit, et Kylo Quinn a les mêmes qualités qu'il peut reproduire, surtout en Europe. Donc voilà, franchement, on n'aura pas un pari si différent, si ce n'est que normalement les individualités, notamment avec ces deux recrues, font que le niveau pourra augmenter. Moi je me pose la question, Antoine, et je te la pose. On n'a qu'un seul ailier, et qui au départ à Paris ne jouait pas spécialement ailier, mais plutôt arrière, comme le disait Lilian, il portait pas mal la balle, Juan Bégarin. Est-ce que c'est pas le poste à pourvoir s'il y a une recrue à venir? C'est clairement le poste qu'il faudra combler, même si on sait que dans l'effectif, au-delà de Juan, il y a des joueurs qui pourront un petit peu dépanner. On sait que Gauthier Denis l'a souvent fait, jouer poste 3, même si ce n'est pas son poste préféré, il l'a dit lui-même. Oui, c'est un poste qu'il faudra remplacer. Juan Bégarin est assez fatigué aussi de ce qu'il a vécu ces derniers mois. Donc ça serait pas mal d'apporter une petite valeur ajoutée, un joueur, comme l'a dit Lilian, dans l'ADN de cette équipe, un joueur capable de défendre, un joueur capable de jouer en transition, ce qui est potentiellement trouvable sur le marché. J'ai pas de nom en tête, mais oui, c'est vraiment le poste à combler. Ouais. Peut-être pour finir sur le tour de l'effectif, c'est la première saison que Paris va démarrer avec le poste de meneur complet, parce que les 3 premières saisons du club se sont déroulées avec un meneur pour démarrer avec Daniel Lyon la première année, Sylvain Francisco seulement la seconde. L'an passé, c'était Milan Barbic du coup, qui a démarré la saison avant que Ryan Boatwright arrive. Là, pour le coup, Paris se met une sécurité, on va dire, sur ce poste clé pour remonter la balle et pour
diriger une équipe offensivement. Lilian là-dessus. Et même en cas de blessure, j'ai envie de te dire que même si, on n'espère pas, même si un Ryan Botwright ou Milan Barbic venait à se blesser, j'ai envie de dire, il n'y aurait même pas besoin de pigistes sur le poste de meneur, parce qu'on l'a dit, en fait, là, Paris a privilégié, plutôt que peut-être d'amasser des joueurs sur le poste d'ailier, privilégier les porteurs de balles, que ce soit sur le poste de meneur ou de 2 et 3. Donc ça fait que, là, pour le coup, ouais, au niveau des porteurs de balles, c'est plus que complet. Et si Paris voulait peut-être, peaufiner son effectif, ce ne serait que par entre guillemets, un role player qui aura un rôle mineur, pas forcément du coup de porteur de balle, peut-être juste un shooter ou un défenseur. Un profil type, tu veux dire. Un profil type, voilà, qui est beaucoup plus facile à trouver que par exemple un meneur qui doit s'intégrer dans des systèmes, qui doit apprendre de nouveaux systèmes. Vraiment, c'est sûr que là, Paris est vraiment blindé sur les postes de meneur et plus globalement sur les joueurs qui peuvent porter la balle et créer pour l'équipe. Eh bien, je vous propose qu'on enchaîne sur la deuxième partie de cette émission, sur la préparation du Paris Basketball, qui est, je pense, excellente. On peut difficilement dire le contraire. Alors, Paris a déjà joué 7 matchs au moment où on parle. 7 matchs, 6 victoires, une petite défaite. Enfin, grosse défaite sur le score, mais rien de bien fou. Si je vous fais un peu le calendrier, une victoire contre Gravelines et contre Orléans au tournoi de Blois. Une défaite donc contre l'Olympia Milan, troisième de la Euroleague quand même. Plus de 30 points, mais ça reste anecdotique. Une vraie victoire, une belle victoire d'ailleurs contre l'Alba Berlin lors de ces Paris European Games en prolongation avec Kyle Holman et Kamagaté. Je pense qu'on va en reparler longuement justement de ces deux garçons. Une victoire à Évreux, une victoire contre le Portel et une victoire contre Cholet à One Ball. 6 victoires en 7 matchs. C'est déjà, je ne vais pas dire inespéré, mais un très très bon début. Et techniquement et tactiquement, on voit des choses intéressantes. Et tout cela sans Kyle O'Quinn. Donc. Tu spoil la suite de cette partie. Mais effectivement, sans Kyle O'Quinn, on a une équipe qui tourne bien. Qu'est-ce que, Antoine, toi, tu as vu t'as vu des tendances positives sur cette équipe? Déjà, c'est les équipes que tu as citées. Il y en a quand même beaucoup qui sont en Betclic Elite et certaines qui sont attendues à un niveau, on en reviendra, soit un petit peu au-dessus, soit au même niveau équivalent que le Paris Basketball. Ça se discute. Ouais, ça se discute. Ça se discute, mais c'est quand même des équipes de Betclic Elite dont on n'était pas tellement habitué à affronter. La virgule de Milan, comme l'a dit le coach, on les a regardés jouer. Clairement, on a regardé jouer une magnifique équipe. Après, ce qu'on peut en dégager, c'est sans Kyle O'Quinn, c'est une équipe, on retrouve le caractère, on retrouve des joueurs qui ont progressé cet été. Ismaël Kamagaté a encore progressé dans son jeu. Je vois que tu réagis plutôt positivement à mes propos. Une équipe qui défend dur, encore une fois, une équipe qui assume ses capacités à jouer rapidement, en fait, qui assume son identité, qui ne l'a pas changé, qui ne l'a pas transformé, malgré les petits apports même d'expérience qui pourraient tout chambouler, on pourrait penser, mais non. C'est une équipe qui a bien bossé, c'est des joueurs qui ont bien progressé individuellement et c'est en train de se mettre en place collectivement et c'est très intéressant et surtout le caractère du Paris Basketball, surtout qu'on a vu sur la victoire contre Berlin en prolongation, qui était un match absolument incroyable. Un match complètement incroyable. Lilian, je me pose la question, Paris est l'équipe qui a repris le plus tard, que ce soit en Betclic Elite ou en Pro B d'ailleurs, je crois que ils ont repris l'entraînement collectif autour du 28 août, quelque chose comme ça. Est-ce que par rapport aux autres équipes, ça a les avantages entre guillemets d'avoir eu un repos de 2 semaines supplémentaires pour s'être remis après dans le bain et avoir réenchaîné tout de suite les compétitions? On les voit, moi je les trouve plutôt frais vraiment les joueurs, à part Jeanne Béguerin, mais on a dit qu'il y a eu un été vraiment lourd en termes de travail avec la draft NBA, la Summer League, etc. Est-ce que cet aspect physique, déjà, comment tu les sens, cette équipe parisienne? Non, je pense pas que ça joue vraiment, parce qu'au final, les joueurs étaient prêts depuis un long moment, déjà rien qu'en entraînement individuel. Donc au final, le début du training camp, comme on appelle, c'est pas vraiment... oui, il faut apprendre les systèmes, mais au final, Paris a très peu chamboulé son effectif, donc que ça clique directement face à d'autres équipes qui ont par exemple fait des recrutements tardifs. On pense à Orléans, qui n'avait pas forcément son effectif au complet quand on les a affrontés. Gravelines non plus, on les a affrontés, ils avaient beaucoup de jeunes par exemple. Donc je pense pas que c'est forcément ça. Après, moi j'aime bien voir l'incorporation des nouveaux joueurs, surtout en début de saison. Il n'y en a pas beaucoup à observer là, mais j'ai notamment Kyle Holman. Moi, ce qui m'a
vraiment surpris, c'est l'implication, enfin le rôle qu'on lui donne en tant que créateur. J'ai trouvé qu'il avait beaucoup plus un rôle de distributeur, par exemple, qu'un Boatwright, que je trouvais plus en finition des actions, notamment à 3 points. On l'a vu sur certains matchs, il a retrouvé son adresse qu'on n'avait pas forcément vu la saison dernière. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Mais toujours dans ce même esprit d'essayer de jouer très vite les possessions quand on peut, et quand c'est un peu plus jeu placé, de jouer beaucoup sur pick and roll, de s'appuyer sur des valeurs sûres comme Sleva, qu'on a vu qui continue toujours à pouvoir imposer pour l'instant en match de préparation ses qualités au poste. Donc voilà, pour l'instant c'est très intéressant. Après c'est sûr que comme le disait par exemple Ismaël Kamagaté lors du Media Day, faire des très belles stats en pré-saison, c'est bien, mais il sait que forcément que les adversaires sont pas forcément à fond, notamment par exemple ses adversaires directs comme les pivots. Donc wait and see, on verra déjà lors du premier match officiel face à Angers en Coupe de France. C'est une N1, mais c'est un premier match officiel et c'est une coupe, donc c'est important. Je voulais revenir d'ailleurs sur Kyle Holman, qu'on a vu, moi je le trouve avec des performances sinusoïdales, donc très haut et très bas à la fois. Antoine, je sais pas ce que toi t'en penses, et est-ce que ça... on a besoin Paris a besoin d'un Kyle Holman avec un très haut niveau pour performer. Est-ce que justement t'as pas un peu peur sur cette préparation de cette manière qu'il a d'être très très bas et de reperformer très très haut le lendemain? Pour l'instant, non, parce que ça reste des matchs de préparation. Je m'inquiéterais plus s'il commence à nous faire ça dans les matchs de Coupe de France, dans les matchs de début de championnat. C'est encore un joueur qui doit apprendre à connaître ses coéquipiers, même si c'est un joueur qui est extrêmement talentueux. C'est un joueur qui a l'air de se frustrer aussi parfois, pas mal de fois. Si ça rentre pas, il va s'obstiner comme beaucoup de joueurs. Mais ça s'est beaucoup ressenti à certains moments, surtout contre Milan, dans ce match un peu fourre-tout, vraiment compliqué pour le Paris Basketball. Non, pour l'instant, ça m'inquiète pas plus que ça. J'attendrai de voir un petit peu plus longtemps que dans la compétition, on va dire pure et dure, si ça perdure, parce qu'il est encore en phase d'adaptation. Il ne faut pas l'oublier, même s'il s'adapte vite et plutôt bien. Les moments un petit peu dans le rouge, on peut encore lui excuser. Pour vous, est-ce qu'il y a des aspects dont Paris doit vraiment se méfier? Je sais pas, c'est toujours une équipe jeune, mais de moins en moins jeune, parce que quand même les jeunes vieillissent au bout d'un moment. Mais est-ce qu'il y a des choses qui font que Paris a quand même des points faibles? Je pense toujours à ces sauts de concentration, mais collectifs, qu'on voit encore de temps en temps à Paris, et notamment je pense à Évreux, où Paris a quand même été derrière pendant plus de 3/4 temps et s'est ressaisi en fin de match. Est-ce que pour vous, il y a encore des points noirs que Paris doit gommer d'ici le début du championnat? Des points noirs, oui, concentration, mais ça vaut pour quand même une grande majorité des équipes. Après, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure un peu, autant on a dit que les postes 1 et les porteurs de balles en général sont plutôt blindés, autant à l'intérieur, il y a des joueurs de très grande qualité. Voilà, on a pour les postes intérieurs, on a 3 titulaires pour 2 postes, on peut le dire, avec Sleva, Kamagaté et O'Quinn. Mais derrière, si jamais quelqu'un se blesse, je trouve que c'est un peu léger, quoi. Amara, alors il fait toujours des choses exceptionnelles à son âge. Il entame quand même sa 22e saison LNB. Il a eu pas mal de petits pépins physiques l'an dernier. Il se pourrait quand même qu'il y en ait encore cette année. Donc je me dis que si un des 3 intérieurs se blesse, alors oui, tu peux me dire, tu peux prendre un pigiste médical, mais est-ce qu'un pigiste médical, il sera au niveau de ces 3-là? Pour en trouver un sur le marché, il va falloir se lever de bonne heure. Donc je me dis que voilà, il faut faire... mais ça, c'est un aspect que tu peux pas vraiment contrôler. Une blessure, voilà, tu peux pas la prévoir. Mais potentiellement, sur les postes intérieurs, il peut y avoir cette ombre au tableau. Eh tu trouves des transitions parfaites, parce que je voulais parler justement des postes intérieurs et de Kyle O'Quinn, qu'on n'a donc pas encore vu jouer avec Paris, qui devrait a priori jouer son premier match contre Dijon pour la première journée de Betclic Elite. Comment, Antoine, je vais la poser à toi cette question, comment on intègre Kyle O'Quinn dans cet effectif, dans ce roster, comment on joue avec Kyle O'Quinn, et justement, comme le citait Lilian, deux titulaires en puissance, qui étaient Dustin Sleva, un des meilleurs joueurs de Pro B la saison passée, et Ismaël Kamagaté, meilleur contreur de Pro B, un des 4 meilleurs jeunes du championnat. Comment on intègre Kyle O'Quinn là-dedans? C'est ça la grosse question, c'est comment tu intègres un joueur, sachant qu'à son poste, tu as un potentiel extrêmement fort qui le montre, qui progresse, mais à tous les niveaux.
de la même à s'entraîner avec l'équipe de France et que ça marche bien. Bon, Ismaël Kamagaté. Comment on l'intègre ça va aussi dépendre de la stratégie du coach en fonction de l'adversaire. Vraiment, s'il veut jouer stretch, il peut mettre Sleva et Kylo Quinn ensemble dans la raquette. Partager le temps de jeu, comme l'a dit Lilian, Kamagaté est un joueur plus vertical que Kylo Quinn qui va jouer plus au sol. Ça va vraiment dépendre des schémas tactiques, comment tu t'adaptes à l'adversaire. Je pense beaucoup plus. Tu vas quand même venir tu vas pas imposer tout de suite ton jeu en Betclic Elite. Il faut quand même un petit peu tâter le terrain. Je pensais plus à un partage équitable des minutes si les deux font leur taf correctement, ce qui devrait être le cas. Alors, Lilian, on en a parlé un petit peu en off il y a quelques jours. Avec Jean-Christophe Pratt, on parle pas de 5 titulaires, on parle de 5 qui terminent. Et c'est quoi la paire d'intérieur qui commence? C'est quoi la paire d'intérieur qui termine pour toi? Oula, c'est une colle. Pour moi, c'est compliqué. Hein. Bah, je dirais personnellement qu'on mettrait quand même O'Quinn au moins dans celui qui termine, parce que c'est le plus important, c'est le moment chaud, c'est le moment pour gagner les matchs. Au moins qu'Kylo Quinn sera sûr et certain lock. Bah, peut-être plutôt que... Moi j'ai envie de parler des associations possibles. Quelles sont les associations qu'on verrait les plus fonctionnelles? Sleva Kamagaté, il n'y a aucun doute, on l'a vu, ça marche très très bien. Maintenant, si on incorpore un O'Quinn avec un des deux à chaque fois, O'Quinn, Sleva, moi je trouve que ça marche plutôt bien. Ça matche plutôt bien. Puisque tu en as un qui est bien physique, l'autre qui est capable de stretch, et surtout les deux peuvent jouer 4 et peuvent jouer 5. Voilà. Là où j'ai un peu plus de doutes, c'est moi, personnellement, je sais que vous n'êtes pas forcément d'accord, c'est l'association Kamagaté-O'Quinn. Voilà, on perd le spacing qu'apporte Sleva, indubitablement. O'Quinn est capable de shooter, mais est-ce qu'il a la consistance à 3 points? J'ai quand même quelques doutes. C'est pas des distances NBA, et après il faut quand même le rappeler. Oui, mais est-ce qu'il est capable de planter rien qu'à 32-33% à 3 points? Sur un petit volume. Il l'a fait au Fener. Hein. Après, est-ce qu'il est capable de défendre des postes 4? Ça, oui. Enfin, les deux sont très... Ils peuvent switcher. Et Ismaël, on l'a vu, il peut switcher. O'Quinn, je me fais pas de doute qu'il pourra très... Mais je sais pas, je vois moins ce duo être complémentaire. Et du coup... Allez, pour répondre à ta question du début, qui je ferais débuter O'Quinn, parce que c'est ta star. Les gens, ils viennent quand même pour... Alors oui, Kamagaté, il fait des choses incroyables, mais et surtout qu'on a souvent vu que Kamagaté, il a du mal à commencer ses matchs. Alors peut-être le faire rentrer au bout de 5 minutes, c'est peut-être plus profitable pour lui. Et pour terminer, par contre, je sais pas. Là, pour le coup, on sait que Jean-Christophe Pratt, il s'attaque quand même beaucoup. Il reste jamais dans des schémas stricts. Ça va être en fonction du... Il analyse beaucoup la situation. Il analyse beaucoup la situation. Et on sait par exemple qu'un Ismaël Kamagaté, des fois on ne sait pas trop pourquoi, mais d'un match à l'autre, il peut être plus ou moins connecté. Et donc, des fois, il va falloir... tu vas prioriser par exemple à O'Quinn qui est mieux dans son match. Donc ça, je sais pas, mais en tout cas, on n'est pas coach. Ce sera des problèmes qu'on va laisser à Jean-Christophe Pratt et on en parlera dans quelques semaines. Il a des jolis problèmes, n'empêche. Il a des jolis... Oui, c'est de très bons problèmes qu'il a. Tu parlais de l'association O'Quinn-Kamagaté, juste un détail en termes de dissuasion. Par contre, c'est extrêmement impressionnant. Moi, je suis le meneur, je vais jamais au cercle. Ah non, vaut mieux pas. Vaut mieux pas. Antoine, j'avais une autre colle à te poser sur cette association des intérieurs. On parlait d'un duo, mais Jean-Christophe Pratt, par le passé, a déjà fait même plusieurs fois des trios d'intérieur. Des tall balls. On peut penser au match contre Évreux. Et voilà, on en parlait il n'y a pas longtemps en plus avec Lilian, du match contre Évreux, où c'est Loïc Gendré à la main, Nobel Bunkolo au poste 2, Amarassi au poste 3, De Sinslev au poste 4 et Kamagaté au poste 5. Un match que Paris avait gagné avec ce 5-là. Les souvenirs reviennent. Oui. Voilà. Est-ce qu'on peut imaginer justement des situations où... comme le disait Lilian, on peut avoir peut-être Milan Barbic ou Botchwright à la main, avec Kyle Holman en 2, De Sinslev en 3, Kylo Quinn en 4, Ismaël Kamagaté en 5. Je pense qu'on le verra dans la saison. C'est pas inimaginable. Par contre, c'est extrêmement compliqué à défendre.
Ah, je crois que quelque chose à Non, dire. non, vas-y, Ah, vas-y. je compléterai après. Je crois que c'est extrêmement compliqué à défendre pour l'équipe adverse déjà, parce que Sleva est en train de prouver qu'il sait absolument tout faire sur un parquet, Kamagate a un jeu extrêmement complet également, et Kylo Quinn est une valeur ajoutée absolument phénoménale. Donc oui, je pense que ça peut être réalisable. Défensivement, je me demande comment ça va s'articuler sur les switches, enfin, face à un coach en face qui s'adapte extrêmement rapidement. Je vais voir comment ça va s'articuler. Offensivement, ça me fait pas tellement peur, je trouve. Et à contrario, Paris, si par exemple il y a des problèmes de faute chez les intérieurs, peut jouer small ball. Avec tous les porteurs de balles qu'il y a, Oui aussi. tu peux. Bégarin Franchement, en ça 4. m'étonne. Oui, c'est ça, ouais. Bégarin peut jouer 4. Bégarin peut jouer. Ça m'étonnerait pas de voir des fois, et même je pense qu'on va le voir souvent, Botwright et Milan associés sur le bac court, avec Holman en 3. Et voilà, tu l'as dit, Bégarin et par exemple Sleva. Alors là, c'est du full small ball, mais. Et encore, quand tu mets Milan en 2, Milan en vrai, il a la taille d'un 2. Donc. Botwright est le seul que tu laisses en 1 vraiment. En Et après un. les autres, ils sont un peu Et en malléables. fait, voilà, avec Loïs. Jean-Christophe Pratt a tellement d'options parce qu'il a des joueurs qui peuvent jouer sur plusieurs postes. Et ça, dans le basket moderne, et quand même, on y tend de plus en plus. Enfin, si on dit que le jeu européen est un peu plus old school, on tend quand même vers le modèle un peu NBA où les joueurs peuvent jouer à des multiples postes. Et maintenant, même en France, on voit ce genre de composition de 5 majeurs. Donc voilà, Jean-Christophe Pratt, en tout cas, un menu et il peut choisir tout ce qu'il veut en fonction des matchs et de la tournure des En événements. fonction des momentum, comme il dit. Tu veux dire que c'est un buffet à volonté là Ah, c'est presque ça. Je vous propose qu'on enchaîne sur la troisième partie de cette émission. On se projette un peu sur la saison de Betclic Elite à venir et notamment déjà sur le classement, futur classement peut-être de Paris. Simple question. Alors j'ai fait mon classement et j'ai découpé en tiers, en 3 tiers. Avec un tiers, avec 3 équipes que j'imagine qui vont viser au moins, qui vont viser la première place de la saison régulière, qui serait Monaco, Lasvel et la Gielbourg. Ensuite, j'ai mis un pêle-mêle d'équipes entre la 4e et la 11e place qui jouerait le top 8. Et enfin, entre la 12e et la 18e place qui jouerait le maintien. Dans quel tiers, Antoine, par exemple, tu mettrais cette équipe parisienne ? Déjà, c'est chiant parce que tu sais que je suis très bon en pronostic. Ça, c'est toujours ça a toujours joué en ma faveur. Alors, mets les derniers, s'il te plaît. Oui, voilà, je vais être pessimiste. Non, la logique voudrait qu'en tant que promu, on pense d'abord au maintien, c'est ce qu'on va faire, clairement. Mais vu l'effectif, vu la valeur qu'on a apportée à cet effectif, les qualités qu'on vient d'évoquer, même d'étaler, le menu à volonté de Jean-Christophe Prat, face à... Dans une mécanique où le niveau est assez versatile, il y a des équipes qui sont très fortes, des équipes qui sont relativement faibles pour l'instant, sans manquer de respect. Hein. Je pense que le tiers entre la 4e et la 11e place est pas mal. Et après, si on veut être un peu plus dans le détail, on va se dire, allez, entre la 7, 8, 9, la lutte au couteau pour les dernières places de play-off, au caractère, parce que tu te dis que tu vas perdre des matchs de découverte de Betclic Elite, mais je pense que tu peux quand même en accrocher beaucoup par le talent que tu as dans cette équipe. Et la continuité de ce groupe aussi, qui se connaît vraiment bien, même avec ces 2 nouveaux joueurs. Lilian, toi, quel tiers pour Paris cette saison ? Avant l'arrivée d'O'Quinn, je t'aurais dit le maintien, mais parce que autant, oui, on savait que Paris cherchait un pivot, on pensait pas que ça allait être un pivot de cette classe-là. Donc ça, forcément, ouais. ça te fait grimper d'un tiers. Ouais, donc pour moi, ça jouera les playoffs, ou en tout cas, ça sera dans le milieu du championnat. Si ça ne joue pas les playoffs, c'est aux alentours de la 10-11e place, ça serait déjà très très bien pour une première saison où il y a quand même beaucoup de joueurs qui découvrent l'élite. Après, ce qui est marrant cette saison, je pense, c'est qu'il y aura beaucoup plus les confrontations directes par rapport aux équipes qui sont par exemple dans le même tiers sont très importantes, parce que maintenant on a un haut du championnat avec les effectifs de Monaco et de Villeurbanne qui est vraiment, pour aller leur chercher des matchs, je pense qu'ils ne vont pas en laisser beaucoup en route. Et à contrario, il y a certaines équipes qui ont vraiment peut-être baissé en qualité. On pense à Roanne qui a perdu l'ancien parisien Francisco. On pense peut-être à Cholet qui est un peu moins pourvu que les années précédentes. Orléans aussi. Orléans, ouais. Moi, Cholet, par exemple, je ne les mettais pas si bas que ça. Hein. Moi non plus. Mais c'est un autre débat. Mais vas-y, continue. Non, voilà, donc je pense qu'il y aura vraiment Paris est dans un tiers où il y a des clubs comme Levallois, comme Le Mans, comme Dijon, comme Pau, qui est aussi un autre projet qui se lance,
un nouveau projet, donc on va voir comment ça se passe également. Donc voilà. Paris a pour lui la continuité de son effectif et deux gros ajouts. Donc on verra bien comment ça va se juguler, mais il y aura déjà le début de championnat est corsé, donc ça donnera un peu une idée de ce que. Enfin, il est corsé dans le sens où ça va jouer des adversaires qui normalement joueront également les playoffs. Antoine, pour un petit pronostic sur la place du Paris Basketball cette saison. Je vais mettre. Je vais trancher, j'hésite entre 8 et 9, tu vois. Je suis un peu optimiste pour une fois. Je vais mettre 9e. 9e. J'ai un peu juste encore, je pense, pour aller plus haut, pour aller chercher un peu plus haut. Je leur souhaite vraiment, et j'espère qu'ils le feront. Et voilà, il y a des équipes, je pense qu'il y aura des mauvaises surprises, il y en aura des très bonnes, mais les très bonnes, en fait, voilà, ce sera contre des équipes. Voilà, Lilian les a citées, je vois pas comment pour l'instant on peut aller les chercher. Enfin, moi, les gagner pour pas citer Lasvel et Monaco qui sont vraiment à part. Déjà, aller jouer Levallois, pardon, ça va être compliqué. Aller jouer Bourg, ça va être compliqué. Même des équipes comme Strasbourg, je sais pas à quelle sauce je vais être mangé, par exemple. C'est extrêmement compliqué en fait de mettre le Paris Basketball dans cette dimension-là, dans ces clubs-là. Après, il y a un élément à prendre en compte aussi, c'est que là, normalement, la saison devrait se dérouler comme une saison normale, c'est-à-dire un match par semaine, ouais. alors que voilà, bon, la saison dernière, on enchaînait les matchs. Paris a profité de cela justement avec un effectif pléthorique pour la Pro B. Et là, justement, de revenir à un match par semaine pour Paris qui n'a pas forcément un effectif aussi. Qui n'est pas plus gros que tous les autres adversaires qu'ils auront en championnat. Voilà, et puis c'est une autre approche. On a plus le temps de scouter les équipes, plus le temps de savoir comment ils jouent. Donc il y a l'importance du coaching également. Et enfin, on l'a pas forcément dit, mais Jean-Christophe Prat aussi découvre l'élite en tant qu'entraîneur principal. C'est vrai, donc c'est aussi un élément à prendre en compte. Même quand tu fais le listing des joueurs qui ont joué en Betclic Elite, il n'y en a pas énormément. Hein. C'est ce qu'on faisait. C'est un débat que personnellement on avait 2 heures avant avec Lilian. Gauthier O'Neill a joué à la Betclic Elite. Avec le Havre. Ouais, ça fait à peu près 4 joueurs qui sont, sans compter Gauthier O'Neill, qui ont déjà de l'expérience dans l'élite. En fait, tu fais le pari que tes joueurs étrangers qui ont connu des niveaux supérieurs, qu'à l'Allemagne, la 3e compétition européenne, Brian Bottroy qui a joué à la 2e compétition européenne, l'Eurocup, Kyle O'Quinn, voilà, qui a joué plusieurs saisons NBA. Donc tu fais le pari que ces joueurs-là vont réussir à s'adapter très rapidement et qu'ils ont l'habitude de ce haut niveau de compétition. Plus l'euphorie de la montée, comme dans tous les sports. Un promu qui a un groupe soudé, en général, ça aide. Lilian, du coup, un prono ? Il faut donner une place. Allez. Ouais, si le scénario... De toute façon, quand on fait un pronostic, souvent, c'est qu'on imagine un peu le scénario parfait, rêvé. Soit le pire, soit le mieux. Donc, Soit le pire, soit le mieux. Bon, on est des optimistes quand même. Si tout se passe bien, franchement, ça peut arracher une place en play-off. Pour moi, ce sera 8e. Une place en play-off. Écoutez, moi c'était 9e et c'était 8e jusqu'à ce que je les bouge au dernier moment dans mon classement. Donc, c'est très donc voilà, au moins on s'en est pas parlé avant et on est plus ou moins sur les mêmes longueurs d'onde au niveau du seeding en fin de saison. Et quand tu parles aux acteurs du club, ils ont à peu près cette idée-là aussi. Ils veulent être la bonne surprise. Au moins, ce qui est bien, c'est qu'ils sont raccord avec ça. Ça, c'est sûr. Ils vont pas arriver en disant oui, nous ce qu'on veut, c'est être 16e ou être 15e. Tu vois, je vous propose pour finir cette émission qu'on aille sur notre joueur à suivre de la saison. Chacun de nous a choisi une personnalité du roster pour suivre un petit peu son chouchou de l'année. Antoine, toi tu as choisi Kyle Allman. Et ouais, j'ai choisi Kyle Allman parce que première recrue du Paris Basketball. Et quelle première recrue déjà quand on a découvert, on a appris la nouvelle d'être capable d'attirer un tel profil en Europe qui était très attendu, on l'a dit. Un joueur, c'est le genre de joueur, je vais vraiment parler en tant que fan, c'est le joueur que j'adore voir jouer. C'était des slashers en transition qui sont beaux à regarder jouer, qui t'enflamment une salle, qui prennent feu à 3 points, qui prennent feu en pénétration, qui prennent feu sur un dunk, qui est très complet comme joueur. Et en fait, on l'a vu même déjà contre l'Alba Berlin, même c'est de l'amical. Quand il veut passer, il passe. Quand il veut rentrer en pénétration et qu'il veut marquer, il marquera. Quand il veut faire jouer ses coéquipiers, il y arrive parfaitement aussi pour l'instant. Donc il trouve parfaitement ses nouveaux collègues. Donc ça va être le joueur à suivre. Je pense que c'est le joueur en termes... Je pense qu'au scoring, avec peut-être Sleva et des coups de feu d'autres joueurs, dont on attend le plus. Et c'est le joueur, je pense,
dont on ne sera pas déçu de son apport offensif. Défensivement, on verra, mais ça peut être très très excitant à suivre. Je sais que déjà, de ce qu'on voyait en BCL, enfin en Basketball Champions League, c'était très très excitant. Et ses capacités athlétiques ont tout pour faire rêver les fans du Paris Basketball et un petit peu irriter les fans des autres franchises. Donc à suivre Kyle Holman. Puis voilà, il a confiance en lui aussi, ça qu'on aime bien, ça qu'on aime chez certains joueurs, de certaines interviews. Lilian, toi tu as choisi un autre guard, un peu plus jeune, mais pas mauvais il paraît. Tout aussi talentueux, oui. Correct. J'ai choisi Milan Barbic parce qu'il est sur la pente de progression que de la fin de saison dernière. Il a fait une... Voilà, on le sait, Jean-Christophe Prat aime le répéter, les jeunes joueurs par définition sont irréguliers. Milan Barbic, quand on est en plus meneur, ça se voit encore plus. Il a fait une saison en dents de scie, 2-3 bonnes semaines, 2-3 semaines en dedans. Il a fait une très bonne fin de saison, il était très important sur les matchs. Moi je me rappelle les 2 matchs qu'on a fait, Nancy et Lille, des matchs très importants pour la montée, avec un petit peu de public. Il a assumé son rang, il a fait des très belles rencontres. Cet été, il a joué avec l'équipe de France U20. Il a été élu MVP de la compétition, il a été très bon également, dans un vrai statut de leader de l'équipe avec son coéquipier à Paris, Ismaël Kamagaté. Et là, sur les matchs de préparation, c'est peut-être celui qu'on attendait j'en attendais pas tellement en fait de Milan Barbic, juste c'est pas celui que j'allais regarder en premier, et c'est au final c'est peut-être lui qui nous a le plus surpris, qui nous a le plus sauté aux yeux, et Dans sa régularité, c'est clair. Dans sa régularité, et puis même dans les flashs, face à l'Alba Berlin, moi j'en ai vu que quelques bribes, vous y étiez pour cette rencontre, mais c'est sûr que c'était pas celui qui était le plus en avant, mais moi c'est vraiment contre Milan que je l'ai trouvé vraiment au-dessus, tout simplement. Serein. C'était un non-match parisien, et il est l'un des seuls, avec Sleva qui n'avait pas fait une mauvaise rencontre, c'était l'un des seuls à être juste dedans, le mindset conforme à ce qu'une rencontre de ce type-là demandait. Et il a fait ses stats, franchement, il a fait un très très bon match. De toute manière, tous ces matchs-là, depuis qu'il est revenu de Géorgie avec l'équipe de France, c'est plutôt propre. Et puis autant quand on l'a connu au début à Paris, on pouvait, je sais pas, il laissait retranscrire une certaine timidité peut-être dans son jeu, peut-être une animosité, bref, on le sentait un peu timoré, et là je le sens qu'il est vraiment confiant dans ce qu'il peut faire, de ce qu'il peut produire sur le parquet, et il l'a dit, il nous l'a dit, il a bossé physiquement cet été, et ça s'est déjà vu dans l'impact qu'il a sur le terrain. Et franchement, l'an dernier, il tournait à 8 points, 2,5 rebonds, 2,5 passes. Je ne serais pas étonné que même en grimpant à l'échelon supérieur, toutes les stats, elles vont, en rebond, passe, ça peut doubler. Mais en points, il peut prendre 2-3 points au moins de moyenne par match. Donc franchement, je vais être très curieux de voir Milan Barbic, qui est pas forcément des 3 jeunes celui dont on parle le plus, mais vraiment cette année je pense qu'il va avoir une importance fondamentale, surtout quand parfois Boatwright sera un petit peu dans le mal dans l'adresse. Si tu peux faire rentrer Milan Barbic, qu'il apporte sa défense et maintenant son jeu all-around, franchement ce sera que du bonus. Écoute, tu parlais de 3 jeunes et que c'était pas forcément le plus en vue. Moi, je parlais peut-être celui qui est le plus en vue des 3 sur ce début de saison, sur cette préparation, c'est Ismaël Kamagaté, qui pour moi sera mon petit chouchou de l'année à suivre. Petit chouchou 2m11, toute proportion gardée. Non, Ismaël, il était aussi avec Milan Barbic à l'Euro Challenger cet été, moins en vue, mais on va dire propre sur ce qu'il sait faire, entre guillemets. Et là, sa préparation, c'est le meilleur joueur de l'équipe. Je pense qu'on peut quasiment dire ça. Avec cette grosse pointe, évidemment, contre l'Alba Berlin, où il claque 27 points, 11 rebonds. Et qui fait... passes. Et 4 passes. 4 passes. Effectivement. Et en plus, j'allais complètement oublier ce détail, mais il a évolué dans son jeu d'une manière... c'est pas le même joueur du tout que lorsqu'on l'a quitté le 11 juin après le match à Lille. C'est un garçon qui a travaillé sur son jeu de passe, sur sa vision même du offensive,
voilà, qui trouve plus facilement ses coéquipiers débarqués. Là, on parle contre Alba Berlin, mais maintenant il a 3 ou 4 passes sur cette préparation de moyenne. Ismaël Kamagaté a 3 ou 4 passes. Enfin, comment dire, Rainbow Twat l'année dernière, c'était 7 passes de moyenne. Donc vraiment fou. Et puis offensivement, il a, je trouve, amélioré sa palette technique. On va faire des choses. Il tente des drives. Donc bon, voilà, c'est un peu. Il a fait un skyhook. Enfin, Skyhook contre l'Alba Berlin qui rentre, mais qui ficelle d'une. C'était tellement propre, tellement. Bref. Avis aux auditeurs de Paris Basketball en air, si vous voulez voir l'amour d'un fan dans les yeux d'un joueur, je vous conseille Flavien sur Ismaël Kamagaté. Et c'est très positif, vraiment. Non, mais c'est. Enfin, vas-y, Lilian. Et bah, pour compléter ce que tu disais, lors du Media Day, j'ai pu un peu parler avec Ismaël et on a notamment parlé de la semaine, même de la dizaine de jours qu'il a passé avec l'équipe de France qui se préparait pour les Jeux Olympiques. Et c'est très intéressant ce que tu disais notamment sur le jeu de passe. Parce que l'une des remarques qu'il m'a faites, l'une des constatations, lui, qu'il a tiré de pouvoir s'entraîner avec des Evan Fournier, des Nando De Colo, enfin bref, vous connaissez l'équipe de France, je ne vais pas vous la présenter, mais c'est notamment la rapidité dans le jeu. C'est qu'un joueur, il ne garde pas le ballon plus d'une seconde, sans rien faire, tout de suite il va le redonner une solution, et il dit que ça l'a marqué, et bah peut-être que ça joue dans son... Clairement, c'est exactement ce que je vois, et des moments où... Et il fait même des passes qu'on voit pas souvent chez les pivots, mais des réceptions, il fait un peu des passes de volée, oui. où Oui. il sait vraiment, avant même d'avoir la balle, il sait où il doit donner le ballon. Et ça, pour un pivot, surtout aussi jeune, c'est pas forcément si facile d'avoir la vision périphérique comme peut l'avoir un meneur, de savoir un tout petit peu à chaque fois où sont placés ses coéquipiers. Bah, Ismaël, lui, dans l'espace, on a l'impression qu'il a aussi tout le terrain en vision. Et c'est super intéressant. Et il y aura un article sur ça, sur un peu l'été d'Ismaël Kamagaté. Donc vous en saurez un peu plus. Mais c'était super intéressant. Tu sens que rien que ces 10 jours avec l'équipe de France, bah, je pense que ça lui a fait passer un cap dans son jeu, même pas rien que mental. Je pense qu'il a compris certaines choses dans le jeu qu'est le basket. Alors c'est vrai qu'il est connecté. C'est l'un des passages où il est le plus régulier depuis le début de sa carrière, là, cette pré-saison. C'est qu'une pré-saison, certes, mais physiquement il est prêt et dans la tête il est prêt. C'est surtout ça. Et toujours ce mindset de vengeance un peu, tu sais, quand on lui rentre dedans et qu'il aime bien aussi leur rentrer dedans. Voilà, la relation avec Kyle Holman contre l'Alba Berlin. Mais il tentait du dunk, il doit être à 8 sur 9 au tir, je crois, sur ce match-là. Je crois, oui, c'est ça. Quelque chose de fou. Il y a quelque chose aussi qui est à noter, c'est que tu dis, il rend plus vite le ballon, qu'il faisait pas du tout l'année dernière. Quand on lui donnait la balle à l'intérieur et qu'il avait deux mecs sur lui, bah, il la gardait. Et il n'était pas capable de s'en sortir. Là, c'est vrai que maintenant, désormais, il arrive à trouver des solutions dans les corners à 45 degrés, voire de redonner au pire la balle pour relancer un système. Et puis, du coup, ça change complètement aussi pour Jean-Christophe Pratt et la manière d'imaginer son équipe cette saison, c'est qu'on a un pivot passeur. Et ce qu'il n'avait pas du tout l'an passé, puisque Valentin Chéry n'était pas non plus avec des mains c'était pas Magic Johnson, si je veux pas être méchant, mais voilà. Et du coup, non, mais on avec Kyle Quinn, avec Dustin Sleva, avec Amarassi, et du coup Ismaël Kamagaté qui commence aussi à se développer sur cet aspect-là, le ballon va circuler beaucoup plus facilement du côté de Paris. Et puis intéressant ce sentiment de compétition qu'a toujours Ismaël Kamagaté, parce que les pivots en Betclic Elite, c'est peut-être l'un des postes où il y a le plus de concurrents. Ouais, clairement, on pense à des Vitaly Chikoko, des Jerry Boutsielé. Il va falloir aller. Fall à Lasvel. Il va falloir jouer contre Nanterre, c'est Chris Horton qu'ils ont récupéré et Luke Fischer d'Orléans. La doublette de pivot, elle va être salée. Donc c'est vrai que ce mindset-là, je suis plutôt d'accord là-dessus. Et Kylo Quinn peut lui apporter du mindset en plus. On parle Et Kylo Quinn va lui apporter du mindset, va lui apporter techniquement. Enfin, là, il se rend pas compte, il a Amarassi et Kylo Quinn qui sont de profils différents dans leur leadership. Ouais. C'est vraiment, sachant que lui, il a vraiment ce profil d'éponge qui imprègne tout et le rend bon. Ça peut vraiment être super intéressant. Et Dustin Sleva pour travailler son hookshot. On n'imagine pas le Ismaël Kamagaté de la fin de saison. On fera une trilogie sur Dustin Sleva. On aimerait beaucoup continuer, mais on va pas tarder à s'arrêter. Je vous donne juste un peu le calendrier du Paris Basketball qui va jouer pour nous. Alors, on enregistre mardi, ils joueront mercredi 22 à Bondy à 14h pour un Kids Game en 64e de finale de Coupe de France contre Angers en une Nationale 1.
Et puis un dernier match amical contre le Portel au Portel, ce sera le 25 septembre prochain. Et puis très vite après, une semaine plus tard, le Grand Bain, Dijon, déplacement à Dijon pour la première journée, le 1er octobre, avant un nouveau déplacement à Gravelines et la réception de Roanne pour le premier match à domicile dans l'élite du basket français. Messieurs, vous avez un dernier mot à ajouter ou commencer, si on va dire que la saison elle va vraiment commencer, on va dire première journée de championnat, même si Coupe de France c'est important, et commencer chez le finaliste, le finaliste du championnat de France, même si voilà, il y a eu beaucoup de changements à Dijon, ce sera déjà à l'extérieur, ce sera déjà un beau test pour Paris et les joueurs de Jean-Christophe Prat. Bien, on a hâte. Je vous rappelle juste avant de nous quitter vous pouvez vous abonner à nos réseaux sociaux sur Twitter @ParisB-8OnAir, Paris Basketball On Air sur Facebook et Instagram. Voilà, donc on reviendra nous dans quelques jours, semaines pour un prochain podcast, peut-être débriefer le début de championnat de Paris. N'oubliez pas de liker le podcast, de mettre des pouces bleus sur YouTube, de mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez aimé ce podcast de retour à nouveau de la saison 3, l'épisode 1. Et bien nous on se retrouve pour le prochain épisode. Merci les gars et à la prochaine. Ciao, ciao. prochaine. Salut.